Dans cette vidéo, nous allons voir comment avoir des photos bien nettes et d'où viennent les problèmes liés à un manque de netteté. Je vous livrerai mes secrets avec des exemples concrets pour que vous soyez pleinement satisfait de vos prises de vue. Bonjour, je m'appelle Vincent Esseric, je suis photographe depuis plus de 40 ans. Les photos floues, je ne les connais presque plus depuis assez longtemps et je veux vous faire partager mon expérience. Nous allons parler de flou de mouvement, du flou de bouger, du flou de mise au point, du bruit ISO, mais aussi de plein d'astuces concrètes que j'applique depuis très longtemps en animalier, macro, rue, nuit, paysage et encore bien d'autres disciplines photographiques et je vous proposerai des exercices. Nous verrons des photographies où je vous explique mes réglages. Je vous montrerai par un cas pratique comment donner un piqué extraordinaire à un objectif très mou et mauvais qui se transforme en quelques clics en un des meilleurs objectifs pour son piqué. Car oui, c'est possible. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous réserve quelques pépites pour la fin, comme un plan ou organigramme décisionnel, car une image évite souvent de longs discours. Mais d'abord et pour commencer, définissons ce qu'est la netteté. C'est la capacité à reproduire des détails. Plus ces détails sont fins et distincts, plus la netteté est importante. Enfin, parlons du piqué d'une image. Une image ayant du piqué donne la sensation d'une image qui tranche, qui pique en somme. Ceci est dû à un très bon contraste local de l'image. Les pixels adjacents les uns aux autres ont entre eux des passages contrastés. Le piqué est le plus souvent dû à une très bonne optique qui elle-même a une très bonne résolution. Le piqué a besoin d'une bonne adéquation entre le couple capteur de votre boîtier et votre objectif. On dit que quand une image manque de piqué, qu'elle est molle. Néanmoins, je vous indiquerai en fin de vidéo comment obtenir une image à fort piqué en augmentant le contraste local sans avoir une optique à 2000 €. Donc restez bien jusqu'au bout pour faire passer votre objectif à la gamme supérieure. Pour finir, il est bon de rappeler que les photos bien nettes ne sont pas une fin en soi. Il faut prendre en considération que des rendus artistiques n'utilisent pas forcément des photos bien nettes et leur résultat est tout à fait satisfaisant. Dans tous les cas, si vous souhaitez avoir le contrôle sur vos images et donc sur la netteté de vos photographies, oubliez les modes d'exposition de base que peuvent être les modes scène, comme le mode nuit ou le mode paysage, pour ne citer que, ou le mode auto. Car c'est l'appareil qui prendra la main sur le triangle d'exposition et les choix qu'il va faire par défaut ne seront sans doute pas les vôtres ou ceux que vous souhaitez. Vous serez alors bien souvent frustré de vos photos. Ici, la photo est nette et ça pique. Commençons par le flou de mouvement qui arrive quand votre sujet, qui a sa propre vitesse, n'est pas figé lors de la prise de vue. Plus le sujet se déplace rapidement, plus le flou de mouvement peut arriver sur vos photographies. On parle aussi dans certains cas de filet. Le flou de mouvement par effet de filet, j'en parlerai plus loin. C'est une technique qui peut être très appréciée, mais si elle n'est pas souhaitée, cela peut totalement gâcher votre prise de vue. Sur cette photo, la vitesse d'obturation est trop faible par rapport au déplacement de l'oiseau. Il y a donc un flou de mouvement. Si lors d'une prise de vue, vous constatez que ce que vous souhaitez prendre en photo a une traînée et n'est pas net, alors que certaines autres parties de l'image paraissent nettes, vous avez sans doute un flou de mouvement. Alors comment y remédier ? Il faut augmenter la vitesse d'obturation de votre boîtier. Le conseil le plus simple est de passer en priorité à la vitesse. Ce réglage se fait sur votre boîtier. Il ne faut pas seulement monter la vitesse, mais aussi régler son boîtier sur AFC ou AI Servo chez Canon. Car quand un sujet est en mouvement, vous pouvez aussi cumuler un flou de mise au point que je parlerai plus en détail dans la suite de cette vidéo. En mise au point continue, l'autofocus se règle en permanence si vous restez le doigt enfoncé à mi-course sur le déclencheur ou si vous utilisez le bouton Back Button Focus, encore indiqué au dos des boîtiers AF On. Il est à proximité de votre main droite.
Si vous êtes un expert ou si vous souhaitez le devenir, vous pouvez également choisir le mode priorité à l'ouverture et régler l'ouverture en conséquence pour avoir une vitesse d'obturation assez rapide pour figer le sujet en question. Pour ma part, il m'arrive fréquemment de choisir la priorité à l'ouverture pour contrôler la profondeur de champ et je la fixe par exemple à 2.8 ou f4 et ensuite je contrôle la scène à photographier quitte à avoir une plage de vitesse entre 1/500e et 1/2000e par exemple. Dans certaines situations, je ne souhaite pas avoir beaucoup de profondeur de champ, donc je fixe mon boîtier sur le mode A avec l'ouverture la plus grande. Je contrôle juste que la vitesse me convient. Si elle est trop faible, je monte la sensibilité ISO. La photo que vous voyez est faite en mode priorité à l'ouverture, A ou AV pour Canon. Cela démontre que ce n'est pas le mode priorité A ou S qui importe, mais la vitesse finale fixée. Néanmoins, si vous débutez, placez pour plus de sécurité votre réglage sur priorité à la vitesse, S ou TV pour Canon, et évaluez les mouvements du sujet que vous allez photographier. Grâce à cette technique, vous pouvez, avec des vitesses plus faibles, avoir des sujets encore légèrement nets et même faire des effets de filet. La technique du filet ou effet de filet permet de se servir du flou de mouvement et d'en tirer profit. Car oui, dans certains cas, il est judicieux de donner de la dynamique à votre image en sortant des sentiers battus. Figer un mouvement qui doit exprimer la vitesse n'est pas toujours opportun. L'effet de filet permet d'avoir sur le fond de l'image un flou de mouvement linéaire qui exprime la vitesse du sujet et sur le sujet une zone à peu près nette ou nette. Le résultat ne nuit pas à la lecture de l'image, au contraire, et c'est cela qui lui donne encore même plus de vie. Dans certains boîtiers, on peut régler la vitesse minimale. Une chose aussi que vous pouvez régler sur votre boîtier, c'est le travail au niveau de la sensibilité de la vitesse. Alors sur Nikon, on va sur le menu prise de vue photo. Ensuite, je vais dans réglage de la sensibilité. Je peux fixer ici, par exemple, une sensibilité pour mes prises de vue. Par exemple, je vais mettre 500 ISO. Je vais demander le contrôle de la sensibilité auto. Je vais l'activer. Et ici, je vais pouvoir définir une sensibilité maximale. Alors ça, c'est intéressant en fonction de votre boîtier, s'il est capable de monter ou pas en ISO. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les logiciels d'intelligence artificielle pour la réduction de bruit, on pourrait éventuellement se dire que c'est moins utile. Mais moi, par exemple, dans cet exercice, je vais mettre 6400 ISO. La sensibilité maximale sera de 6400 et avec un flash, je peux mettre aussi autre chose. En dessous, je peux décider de la vitesse d'obturation minimale. Si par exemple, je suis sur des vautours fauves, je peux choisir un 500e par exemple. Avec ces réglages, je vois que je peux fixer ma vitesse d'obturation minimale. Je l'ai fixée à 1/500e. J'aurai une plage de sensibilité entre 500 et 6400. Quand la vitesse sera inférieure à 1/500e, il augmentera les ISO. C'est une fonction très intéressante. Regardez dans votre boîtier si vous avez quelque chose d'équivalent. Deuxième partie, le flou de bouger. Si on obture avec une vitesse trop lente, on a un risque de bouger car personne n'est parfaitement immobile. On bouge toujours un peu et lorsqu'on souhaite tenir son appareil avec son objectif longtemps, les tremblements sont souvent fréquents. Personne ne tremble de la même manière. Certaines personnes tremblent peu et d'autres beaucoup plus. Il faut se connaître et faire des essais pour évaluer ses limites. Alors comment faire pour y remédier ? Il faut monter la vitesse en ouvrant un peu plus le diaphragme, l'ouverture, ou en montant les ISO, sachant que l'on va réduire la netteté en montant les ISO, mais également en ouvrant le diaphragme. Le rendement de l'objectif est moins bon quand on passe en dessous de l'ouverture f5.6, pour les objectifs en tout cas les plus standards. Alors comment faire ? La meilleure solution est le trépied, car il permet de bloquer votre appareil, votre APN, appareil photo numérique. Oui, le trépied est le meilleur ami du photographe. C'est l'un des premiers accessoires à acquérir tellement il comporte de nombreux avantages. Prenez-le bien stable et pas au rabais, car les prix les plus bas vous amèneront à le regretter
et en changer au bout de très peu de temps. J'en sais quelque chose pour m'être bien trompé en voulant faire des économies. Alors dites-moi en commentaire si vous utilisez un trépied, si vous faites comme moi en l'ayant en permanence dans votre malle et pour quelle activité vous l'utilisez le plus souvent. Le flux de bouger est bien pire qu'un flou de mouvement ou une erreur de profondeur de champ. Il existe des trépieds, par exemple avec des rotules pendulaires si vous faites de l'animalier. Vous pouvez aussi acquérir un monopode. Cela permet d'avoir des vitesses plus faibles en étant relativement stable ou une rotule balle ou 3D. Pour encore plus de sécurité, vous pouvez utiliser une commande filaire ou radio. Si vous n'en êtes pas encore équipé, vous pouvez régler le retardateur de votre boîtier en prenant un temps de pause de 5 à 2 secondes. Quand je parle de temps de pause, évidemment, c'est le temps avant le premier déclenchement et pas le triangle d'exposition de 2 à 5 secondes. Quand on manque de lumière et que l'on n'a pas de trépied sous la main ou sous le pied, ou encore dans d'autres conditions comme une mauvaise position et que l'on pense que la prise de vue ne permet qu'une vitesse trop juste, il faut penser à sa position. Les jambes écartées et bien stables, le bras le long du corps, les coudes contre son buste, le doigt bien placé sur le déclencheur et pas l'extrémité du doigt. L'autre main posée sur le fût de l'objectif, le plus en avant possible pour augmenter votre stabilité en contrôlant qu'elle ne masque pas l'entrée de votre objectif ni ne bloque une bague tournante comme par exemple la bague de mise au point. Une respiration profonde puis une expiration et quand les poumons n'ont plus qu'environ 50% d'air, c'est le moment de déclencher. Avec cette technique, on réduit considérablement les mouvements que l'on peut faire. Car une photographie qui comporte un flux de bouger est une photo ratée à 99%. Sur cette photographie, j'ai débrayé l'autofocus pour qu'il ne fasse pas de nouveau un essai de mise au point à chaque photographie et qui, de ce fait, patinerait dans le noir. Vous pouvez aussi utiliser le bouton iPhone qui est très pratique pour la nuit. Ensuite, un des problèmes qui peut arriver dans le flux de bouger, c'est la longueur focale de votre objectif. La focale s'exprime en millimètres, elle peut aller par exemple de 24 mm ou plus bas et monter par exemple à 500 mm voire plus. Quand on zoome avec un téléobjectif, avec une focale de 200 mm par exemple, l'image dans le viseur est agrandie et le risque de bouger augmente. On voit fréquemment ce phénomène quand on se sert de jumelles. Le moindre mouvement des bras nous rend l'image instable dans la visée. C'est exactement la même situation avec un objectif quand la focale est importante. Souvent, et quand j'ai commencé la photographie avec l'argentique, il était énoncé qu'il fallait choisir une vitesse de sécurité de l'inverse de la focale. Ceci nous permettait d'avoir une vitesse minimum et cela reste un bon départ. Si on avait par exemple une focale de 120 mm, il était souhaitable alors d'utiliser la vitesse minimale de 1/125e. Néanmoins, aujourd'hui, avec les capteurs à très haute définition, il faut plutôt encore multiplier par 2. Cela est dû au nombre très important de photosites présents sur le capteur. Pour un capteur ASPC, qui est au format 16-24, il faut encore multiplier le facteur de crop par 1,7. On obtient donc 1 sur 2 fois la focale fois 1,5, soit par exemple pour un objectif de 120 mm, 1/360e seconde minimum. Car plus votre capteur est petit, plus il agrandit la scène que vous souhaitez prendre en photographie. Si vous avez un stabilisateur sur votre boîtier et ou sur votre objectif, notez par exemple IS, OS, VR, etc., utilisez-les. Car vous pouvez sans effort gagner quelques stops ou IL. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un système qui atténue vos tremblements de 3 stops, au lieu d'être contraint de ne pas descendre en dessous de 1/500e par exemple, vous pourrez aller autour de 1/60e. Vous descendez de 1/500e, 1/250e, puis 1/125e et enfin 1/60e. Donc vous descendez de 3 crans. Il faut que vous vous renseigniez sur les spécificités techniques de votre optique ou de votre boîtier, mais surtout que vous fassiez des essais car le tremblement varie d'un individu à l'autre,
mais aussi selon les conditions de prise de vue et de votre fatigue. Si vous êtes sur trépied ou monopode, le stabilisateur n'est plus utile et peut créer des vibrations à votre insu. Pensez donc à le désactiver. Troisièmement, le flou de mise au point. Cela arrive quand la mise au point AF autofocus n'est pas sur le sujet. Toute l'image est floue ou seulement une partie qui ne correspond pas à vos souhaits. Pour éviter ce désagrément, il faut bien choisir les bons collimateurs sur votre boîtier. Le plus souvent, il ne faut pas laisser votre appareil choisir pour vous car il prend le sujet le plus proche et au centre. Et ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Et surtout, si vous voulez utiliser la règle des tiers afin de faire une belle composition. Si votre sujet est statique, préférez le mode AFS ou One Shot chez Canon avec un seul collimateur AF actif. Pour une bonne détection et aider l'autofocus, il faut que le rectangle de ce collimateur soit une surface non lisse. Et c'est pour cette raison qu'il faut que vous évitiez des étendues sans contraste. Choisissez un bord sur l'image qui tranche. Par exemple, pour cette photographie du pont du Gard, j'ai choisi sous la voûte entre le ciel et les pierres. Le contraste sera meilleur et l'autofocus plus performant. Les AF fonctionnent sur la détection de phase, donc le contraste joue un rôle important. La mise au point sera rapide et franche. L'autofocus trouve aussi ses limites quand la lumière manque. Plus votre objectif est lumineux, donc avec une grande ouverture comme f2.8 ou encore mieux, plus il rentrera de lumière et plus le système d'autofocus sera performant. Lors de la mise au point à mi-course sur le déclencheur ou lors de l'appui sur le back button focus, iPhone, au dos de votre boîtier, le capteur tente de faire la mise au point. Le temps nécessaire dépend en grande partie du moteur de l'objectif et du décalage de la mise au point. C'est pour cette raison que certaines optiques ont un limitateur de mise au point. Ici, on voit que l'on peut choisir sur cet objectif de 500 mm soit une plage de mise au point de l'infini à 8 mètres, soit toute la plage full. Parlons maintenant des options de mise au point. Il existe, selon la qualité de votre boîtier, des options de mise au point dans le mode AF. AFS qui signifie autofocus single, un collimateur AF ou mode groupe chez Nikon ou zone AF. En mode sélectif, un bip se fait entendre lors d'un appui vous assurant un bon calage de l'AF. Si la situation le permet et que vous n'avez pas besoin de rester silencieux, servez-vous de ce bip pour valider votre déclenchement, c'est en tout cas moi ce que je fais. Le mode groupe chez Nikon ou zone AF, Canon, Sony, etc. active plusieurs points AF. Cela permet dans certains cas une plus grande réactivité de l'autofocus par une zone d'accroche plus grande. Ce système fonctionne aussi en AFC. Le mode AF Group est judicieux sur les sujets où la map, mise au point, est à faire sur un sujet de faible profondeur. AFC, autofocus continu ou AI Servo chez Canon, il fait la mise au point en continu et convient donc au sujet en mouvement. Aucun bip n'est émis dans ce mode. Les options 9, 25, 72 points ou plus permettent au collimateur central d'accrocher d'éventuelles sorties du sujet de ce dernier pour être capté par un autre collimateur environnant. Par exemple, 8 pour le mode 9 points ou 24 pour le mode 25 points. Il existe d'autres modes AF comme auto ou suivi 3D. S'ils ne sont pas utilisés à bon escient, ils peuvent générer des images floues assez facilement car le focus ne se fera pas correctement. Si les calages ne correspondent pas à une scène précise, comme un bon calage AF de départ pour un suivi 3D ou un bon contraste de premier plan par rapport à l'arrière-plan pour auto, le résultat peut s'avérer médiocre. Pour résumer, les options où c'est le boîtier qui gère entièrement l'autofocus et qui prend le contrôle, cela peut finir par aboutir à des images sans âme et où le focus n'est pas là où il faut, faute de mauvaise composition ou d'erreur pour la mesure de la lumière. Comme bien souvent, si vous voulez aller plus loin dans de belles photographies, tout ce qui est automatique est à proscrire comme le suivi 3D ou auto. Tout ceci bien sûr la plupart du temps.
Ne pensez pas qu'un nouveau boîtier hybride de dernière génération avec un calage sur l'œil d'un oiseau vous permettra de bien composer une scène et vous donnera une photo hors du commun. C'est malheureusement plus compliqué que ça. C'est l'habitude du photographe avec la connaissance de l'espèce, de la scène, etc. et avec des règles de composition qui sera le plus à même de shooter une belle photographie. Exemple de réglage. Pour obtenir une image nette d'un oiseau comme un vautour fauve avec la composition que je souhaite, par exemple dans la règle des tiers, j'utilise une rotule pendulaire avec la priorité à l'ouverture, A ou AV, pour le contrôle de la profondeur de champ. Je choisis la pleine ouverture pour avoir le minimum de netteté avec un flou d'arrière-plan au plus vite, sachant que cela va me donner la plus grande vitesse et que si elle n'est pas assez élevée, je vais monter les ISO pour rendre mon capteur encore plus sensible. Ces ISO sont fixés exactement car je n'utilise que très rarement et à de rares exceptions les ISO auto. Pourquoi ? Car c'est moi qui décide dans le viseur quel type de scène je fais face et si je décide de monter ou pas les ISO. Car quand vous laissez votre réglage en ISO auto, c'est le boîtier qui décide pour vous et s'il monte trop en ISO, vous allez certainement prendre du bruit ISO mais aussi perdre de la netteté. Je règle en mode d'autofocus AFC et je place le collimateur sur la règle des tiers pour un mode dynamique 25 points autour de mon collimateur actif. Je regarde comment se comportent ces oiseaux et je fais en conséquence soit 9 ou 25 points. Quand je vois l'oiseau et que je prévois sa course, je déplace le point AF à droite car l'oiseau va à gauche. Je le suis déjà depuis quelques secondes calé sur mon point AF. Avec ce réglage, j'incite le regard du lecteur vers la direction où va aller le vautour en laissant de l'espace à gauche pour lui donner un futur à l'image et permettre au lecteur d'imaginer la suite. J'utilise peu la rafale et surtout à bon escient, car cela me fait perdre le contrôle de la prise de vue et j'attends le dernier moment et qu'il ouvre les ailes en frein recourbé pour déclencher une rafale au dernier moment. Le plus souvent, c'est la première image que je prends car je l'ai choisie. Le doigt est appuyé à mi-course, plus le jeu du bouton. Si l'oiseau a un problème pour s'accrocher à la paroi et que j'ai juste commencé la rafale, la mémoire tampon ou buffer du boîtier n'est qu'à son début et me permet de garder encore des rafales sous le pied pour par exemple une glissade ou un redécollage soudain. Sur mes boîtiers, je peux régler le sélecteur central du pad sur visée à 100%, ce qui me permet de contrôler la prise de vue et de décider si je pars ou si je refais encore des photographies, si je peux en refaire. On va regarder une fonction que vous avez sans doute sur votre boîtier, c'est-à-dire vous avez pris une prise de vue et vous voulez voir si cette photo est bien nette. Alors par exemple chez Nikon, vous allez descendre dans Réglages perso, puis ensuite sur la commande F et on voit que F2 il y a marqué bouton central du sélecteur. Je vais ici prendre donc le mode de visualisation, j'ai pris ma photo et quand je vais appuyer sur le bouton central du sélecteur, je veux que mon zoom, eh bien, il passe à 100%. Donc là, je vais valider de nouveau et je vais par exemple appuyer sur play pour voir des photos que j'ai précédemment prises. Alors là, on voit qu'il y a une photo ici qui est à 1/8, f8 400 ISO avec un 44 mm de focale. Si j'appuie maintenant sur le bouton central de mon sélecteur, je peux remarquer qu'elle est floue et donc que ma vitesse dans ce cas-ci n'est pas suffisante. Je vais appuyer sur le bouton central et je vais regarder la photo que j'ai fait précédemment. Elle est à 1/60 de 8, 400 ISO, toujours 44 mm de focale. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton central du sélecteur et je vois ici que ma photo est bien nette. Donc c'est une vérification. Quand vous avez fait des photos, regardez ce que votre boîtier peut faire. Cet affichage à 100% est très utile car il nous permet de valider ou non une prise de vue. Notion sur le back focus et le front focus. Rien n'y fait. Vous avez pour prendre les meilleures précautions pour faire une photographie. Vous avez la bonne vitesse, la bonne profondeur de champ, le bon calage du point F, la mise au point c'est faite, le bip a retenti, etc. Et la photo est floue. La photo est floue sur votre sujet et vous ne comprenez plus ce qui se passe.
Vous pensez qu'un sort s'est jeté sur vous et vous commencez à douter de vous et de votre matériel. Mais non, rien n'est perdu car il existe encore une possibilité. Votre objectif comporte une erreur qualité. Il est victime d'un front ou back focus, une maladie rare mais possible. C'est quoi ce truc? Sans rentrer dans les détails, car cela mérite une vidéo entière que je ferai sans doute, le front et le back focus signifient que votre objectif ne cale pas la mise au point au bon endroit. Il y a un problème de conception dans l'objectif. Certains boîtiers peuvent compenser cette erreur. Il faut faire des photographies avec une mire pour déterminer d'où vient le problème. Devant, front ou derrière, back, il est ensuite important de déterminer de combien est cette erreur. Avec des ajustements et des réglages, vous arriverez à bien caler votre objectif et à mémoriser cet objectif dans votre boîtier pour qu'il ne fasse cette correction que pour cet objectif en particulier. Parlons maintenant optique, netteté et piqué. Le piqué ou acutance dépend de la qualité de l'optique, des lentilles, les traitements sur les lentilles, etc. Les objectifs haut de gamme sont plus qualitatifs et auront du piqué. Les moins coûteux paraîtront plus mous. On dit qu'ils donnent une image molle. On n'a pas la sensation d'une image au contour franc et avec du contraste local. Rassurez-vous, il existe des solutions en post-traitement que je vous parlerai plus tard dans cette vidéo. Plus il y a de netteté, plus on a de détails quand on visionne une photo à 100%. Car c'est à 100% qu'il faut se mettre pour juger de la netteté. Mais l'ouverture à laquelle vous prenez la photo est également un facteur important. En règle générale, le meilleur rendement d'un objectif se situe dans les ouvertures intermédiaires. Je m'explique. Si vous avez un objectif qui ouvre de f4 à f22 comme un 24-120 f4, le meilleur rendement est autour de f8, f11. Vous aurez le moins de vignettage, le moins d'aberrations chromatiques et le moins de diffraction à ces ouvertures. Car contrairement à ce que beaucoup de gens croient, si on ferme au maximum l'ouverture, certes, on gagne en profondeur de champ, mais à contresens, on crée de la diffraction car la lumière a plus de mal pour passer dans un petit trou comme f22 que dans une ouverture comme f11. Si elle se diffracte, cela nuit à la netteté. Alors comment faire? Si on a le choix, il faut choisir une ouverture entre f8 et f11. f5-6 peut faire aussi l'affaire si vous avez un objectif lumineux. Si les conditions ne sont pas réunies et que l'on n'a pas assez de lumière, il faut d'abord choisir d'ouvrir le diaphragme, 5-6, 4, et si on peut, 2-8, voire moins, et ensuite monter en ISO si nécessaire. Car la montée en ISO va altérer la netteté en créant du bruit de luminance et de chrominance. Réduire ce bruit nous fera perdre de la netteté, c'est dur la vie mais c'est ainsi. Il faut faire des choix selon la scène qui se présente. On voit d'ailleurs dans cet exemple que d'avoir le contrôle sur les ISO est important car on peut décider en connaissance de cause quitte à décider de décrocher le pied de votre sac à dos. Si on a peur d'un manque de profondeur de champ, comme par exemple en macro, il faut alors faire le choix de fermer le diaphragme pour avoir une zone de netteté plus importante ou passer par un éclairage artificiel et encore éventuellement de faire du focus stacking. Je vous mets une fiche d'une vidéo que vous pouvez voir sur le focus stacking dans un champ de lavande. Parlons maintenant du piqué. Enfin, quand on veut le meilleur piqué, c'est aussi au centre de l'objectif que la mise au point est la plus rapide et que l'image est la plus nette. Tenez-en compte si par exemple vous n'avez plus assez de lumière, il sera judicieux en début de nuit de faire le point au centre sur un chevreuil que d'avoir un flou bien composé au tiers entre chien et loup. Depuis déjà de nombreuses années, il existe des stabilisations optiques et maintenant la stabilisation du boîtier. On peut bien sûr cumuler les deux et obtenir des résultats incroyables. Si vous avez par exemple un objectif qui vous permet de descendre de 3 stops, cela signifie que si la scène que vous souhaitez prendre en photo vous donne le triangle d'exposition 1/125e, f8 et ISO 400, cela signifie qu'avec une descente de 3 stops, vous pouvez aller jusqu'à 1/15e. Car vous êtes à 1/125e, vous passez 1/60e, 1/30e pour finir à 1/15e.
Si votre focale, car il faut toujours le vérifier, est de 85 mm, par exemple, ça passe aisément. Par contre, si vous êtes à 500 mm sur un 24-36, là ça ne passe pas car vous êtes déjà à 1/125e, vous avez mangé déjà 2 stops. La stabilisation est un réel progrès, mais il ne faut pas tout de même pousser mémé dans les orties. Certaines stabilisations demandent un peu de temps pour s'enclencher. En effet, si vous déclenchez immédiatement, vous risquez avec ces dernières d'avoir une image floue le temps que le système réponde correctement. Dans ce cas, anticipez vos déclenchements. Je vais maintenant aborder la profondeur de champ, l'hyperfocale et le focus stacking. Quand vous vous trouvez avec des parties de votre image nettes et d'autres floues, c'est que vous êtes sans doute face à un problème de profondeur de champ. Et hors de cette dernière, l'image est floue. Cela peut bien sûr avoir des effets très intéressants et recherchés. Le flou permet d'avoir une lecture de l'image sélective sur les parties nettes qui évite au lecteur de se perdre dans le fond par exemple, ce qui peut perturber le message que vous voulez faire passer. Si ce n'est pas votre souhait et que vous voulez une image bien nette sur la plus grande partie de la photographie, il faut alors fermer le diaphragme. Cela aura pour incidence d'augmenter votre profondeur de champ et donc l'étendue de la netteté de votre prise de vue. Mais fermer le diaphragme à des valeurs extrêmes, comme nous l'avons vu précédemment, il apparaît de la diffraction et donc une perte de netteté et de qualité. Alors comment faire pour augmenter votre profondeur de champ sans trop impacter votre netteté? Il faut utiliser la technique de l'hyperfocale. Pensez-y dès que vous le pouvez, au lieu de fermer le diaphragme de votre objectif à fond. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Cette technique ne fonctionne que pour des photographies prises de loin, comme la photographie de paysage. Quand on fait la mise au point à l'infini, la distance qui vous sépare de la zone qui commence à être nette est l'hyperfocale. Si au lieu de faire la mise au point sur l'infini, on la fait plutôt sur cette distance dite hyperfocale, l'étendue de la netteté sera encore plus grande et d'environ la moitié de plus que la distance fixée précédemment par l'hyperfocale. Si votre sujet est par exemple à 100 mètres et que vous allez shooter avec un capteur de 24-36 par exemple, qui a un cercle de confusion de 0,029, j'aborderai ces notions dans une vidéo, mais c'est un facteur important, et avec un objectif de 24 mm fermé à f11, une des meilleures ouvertures pour l'hyperfocale entre parenthèses, votre profondeur de champ commence à 1,74 m pour aller à l'infini. La zone qui apparaît comme nette va donc de 1,74 m à l'infini. Pour se placer à l'hyperfocale, il faut, comme rappel mémotechnique, se mettre au début de la zone de netteté, soit 1,74 m. Vous aurez alors une image nette de 0,90 à l'infini. On gagne dans cet exemple 84 cm de netteté. Cela peut sembler peu, mais dans certaines situations, cela peut s'avérer très important. Attention, ne faites pas d'extrapolation à d'autres genres de photographie, comme par exemple la macro ou la proxy photo, car il en est tout autrement. Retenez seulement que l'hyperfocale permet de maximiser à peu de frais la profondeur de champ en photo de paysage avec une ouverture autour de f11. Le mieux étant de se mettre environ un tiers de la plage de la profondeur du viseur, faire le point en AFS single et sélectif, et déclencher puis contrôler. Parlons maintenant de la technique du focus stacking ou empilement de mise au point. Le focus stacking, que l'on pourrait aussi appeler un bracketing de mise au point, est l'empilement de différentes photographies avec des mises au point différentes. Cet empilement permet d'augmenter la profondeur de champ et cela de manière très spectaculaire. C'est très efficace en macrophotographie où la profondeur de champ est très réduite, notamment due à la proximité du sujet. Pour ce faire, vous prenez une série de photographies en variant à chaque prise de vue la mise au point sur votre scène. Ensuite, vous allez empiler vos photos dans un logiciel comme Helicon Focus ou Photoshop. Dans Photoshop, il suffit d'aller dans le menu Édition, Alignement automatique des calques, puis Projection auto. Je ferai prochainement une vidéo sur un focus stacking en macrophotographie, donc pensez à vous abonner.
Il existe 3 possibilités pour varier la mise au point entre les clichés. Au départ, il faut être sur trépied. Passer la mise au point en manuel et à chaque fois bouger la bague de mise au point en s'éloignant du sujet jusqu'à l'endroit où l'on souhaite s'arrêter. C'est un peu fastidieux et cela demande de la rigueur, mais c'est possible. L'autre possibilité, c'est d'acheter un rail pour faire avancer votre appareil photo sur un guide gradué. Dernier point, si vous avez la chance d'avoir une fonction embarquée dans votre boîtier, il ne vous reste plus qu'en gros de choisir le nombre de prises de vue et le pas pour faire avancer la mise au point avant chaque photographie. Je vais maintenant parler du bruit numérique. Si vous manquez de lumière, vous pouvez augmenter, donc amplifier le signal électronique et donc la sensibilité de votre capteur. Pour cela, il faut monter les ISO de votre boîtier. Mais monter les ISO affecte la qualité finale de votre image. Plus votre boîtier a un petit capteur et plus le bruit apparaîtra sur vos photographies. Le bruit fait vraiment tomber la netteté d'une image. Voici une photographie prise à 12 800 ISO. Le bruit altère notablement la netteté de l'image. Encore une fois, on voit l'intérêt d'un trépied qui vous permettra de ne pas avoir besoin systématiquement de choisir entre qualité et possibilité des prises de vue. Mais si vous ne l'avez pas sous la main, vous pouvez monter en ISO et améliorer l'image en post-traitement. Sachez néanmoins que la montée en ISO fait également tomber la plage dynamique de votre capteur. On n'a rien sans rien. J'en parlerai dans une autre vidéo, ISO versus plage dynamique. Dans Lightroom, il existe un panneau nommé Détail. Ce n'est pas le but de cette vidéo de vous expliquer en détail les réglages à faire, j'y reviendrai aussi ultérieurement dans une autre vidéo dédiée. Allez notamment dans la playlist sur Lightroom classique qui traitera de ce sujet. Donc ce panneau vous permet, quand vous avez zoomé à 100%, de visualiser la correction du bruit que vous pouvez faire en diminuant d'une part le bruit de luminance dépendant de la lumière et d'autre part le bruit de chrominance qui est lui lié à la couleur. Il faudra ensuite apporter des compensations au lissage dû à la réduction du bruit en accentuant l'image. On se trouve avec ces curseurs dans un dilemme entre diminuer le bruit qui nous fait perdre des détails et les curseurs de netteté qui nous font monter le bruit. Mais les choses viennent de changer depuis peu. Il existe une fonction basée sur l'IA intégrée dans Lightroom qui vous permet de réduire le bruit tout en gardant une très bonne netteté. Elle est pas belle la vie? Des logiciels tiers existent comme Topaz Denoise AI et surtout l'excellent DxO Puro. Si vous ne souhaitez pas investir dans un autre logiciel, Lightroom Classic fonctionne très bien. En allant dans le panneau détail de Lightroom Classic, vous avez le bouton réduire le bruit. Une fois cliqué, la fenêtre apparaît. Vous avez alors une fenêtre WYSIWYG. Mais c'est le terme employé par les développeurs, j'en sais quelque chose. Alors si vous connaissez ce terme WYSIWYG, écrivez-le en commentaire. Cela signifie simplement aperçu. Cela vient des initiales ou acronymes What you see before you get it. Génial, non? Vous placez ça chez Tata Janine et tous les gens auront une haute idée de vous. Bref, revenons à nos agneaux. Vous pouvez réduire le bruit et allez-y mollo avec le curseur quantité. Tata vous regarde. Et ensuite sur la touche accentuer. Vous obtiendrez une image quasi absente de bruit et d'une netteté remarquable, le meilleur des deux mondes. Félicitez-vous, vous avez vaincu la force de l'obscur côté, ou l'inverse. Allez, maintenant je vais parler du piqué en post-production avec Photoshop. Il y a pas mal d'années, j'ai voulu faire confiance à un vendeur d'une grande surface de vente de produits photo et on m'a proposé un objectif Nikon, le Nikkor 24-120 f3.5-5.6. Je l'ai acheté et je voulais aller faire mes premiers clichés au Pont du Gard, un aqueduc romain, et la surprise de voir des photos bien nettes, mais qui manquent terriblement de tranchant, de piqué en somme. Il s'est avéré plus tard que j'ai découvert des tests sur cet objectif. Il est l'un des 10 plus mauvais objectifs qu'a développé la marque, et il est signalé lors du test qu'il manque cruellement de piqué. Puis un jour, je tombe sur une ressource Photoshop qui montre comment donner de très bons contrastes locaux à une image. Si vous ne le savez pas, je vais vous montrer comment faire pour donner du piqué en post-traitement de manière incroyablement efficace. Il faut bien sûr partir d'une image nette.
Puis pensez à activer le profil de correction dans Lightroom classique. Mais surtout, pensez à supprimer les aberrations chromatiques. Il faut ensuite réduire le bruit si les ISO sont montés trop haut, bruit de luminance et de chrominance. Mais avant ces réglages sur les détails, il faut vous mettre à 100% sur votre image pour en juger sa netteté. Pour cette image, la réduction de bruit n'est pas nécessaire. Envoyez la photo dans Photoshop en faisant CTRL ou commande sur Macintosh plus E ou un clic droit, modifier dans et modifier dans Adobe Photoshop. Une fois l'image ouverte, vous dupliquez le calque d'arrière-plan avec CTRL ou commande plus J. Vous passez ce nouveau calque en mode de fusion incrustation, puis vous allez dans le menu Filtre, divers, Passo. En principe, la valeur de 10 pixels pour le rayon donne de bons résultats et vous cliquez sur OK. Si vous trouvez que l'image est trop piquée, vous pouvez réduire sa force en diminuant l'opacité de ce calque. Enjoy! Voici donc l'organigramme avec un récapitulatif. Si on a un flou de mouvement, soit on passe en mode priorité à la vitesse, S ou TV sur Canon, et on monte la vitesse. Si on est un peu plus habitué, on peut rester en mode de priorité à l'ouverture, mais alors dans ce cas-ci, pour monter la vitesse, soit on monte les ISO, soit on fait une ouverture plus grande. Je vous ai montré des photographies animalières où je reste en mode priorité à l'ouverture et ça me permet de régler la vitesse soit en ouvrant plus grand, soit en montant les ISO. Deuxième cas, le flou de bouger. Pour résoudre ce problème, soit je monte la vitesse, soit j'utilise un trépied, soit, rappelez-vous, je vais contrôler ma respiration. Regardons maintenant le flou de mise au point. Pour résoudre cela, soit j'utilise un seul collimateur AF et je le place bien sur ma scène, c'est-à-dire sur le sujet que je veux mettre en évidence. Je peux aussi régler l'autofocus en continu AFC ou AI Cerveau sur Canon et où je peux encore mettre mes options AF sans le mode auto ou 3D. Je vous rappelle, en option AF, on peut utiliser le mode simple, un seul collimateur, premier cas, ou alors le mode groupé ou des options dynamiques 9 points, 25 points, 72 points, etc. Récapitulatif sur le front et le back focus. Si vous faites votre mise au point et que vous êtes certain de cette mise au point et que vous avez une mise au point en avant ou en arrière, il faut alors utiliser une mire et caler votre objectif. Parlons maintenant de la possibilité d'augmenter sa profondeur de champ, donc sa netteté, sur une photo de paysage par exemple. Le mieux donc, on l'a vu, c'est de se mettre à l'hyperfocale. Une méthode pour s'en rappeler, c'est de se mettre au premier tiers, la mise au point au premier tiers pour avoir le maximum de profondeur de champ. Ou alors l'autre possibilité, c'est de faire un focus stacking. Enfin, les problèmes de montée de bruit ISO, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est d'utiliser un pied photo, ou si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez avoir recours à des logiciels d'intelligence artificielle, bien que dans tous les cas, la netteté ne sera pas aussi parfaite. Et pour finir cette longue vidéo, et pour vous remercier de l'avoir suivi jusqu'au bout, vive le flou! Car oui, le flou peut aussi donner de belles images immersives. Dans certains cas, le flou donne de belles sensations, notamment de vitesse. Alors pourquoi ne pas valoriser le flou plus souvent? Avoir des photos bien nettes et qualitatives, mais n'est pas le résultat absolu à atteindre comme le Saint Graal. Le flou apporte aussi un langage fort. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des notions pour bien régler votre appareil et faire le choix entre ce qui doit être net ou pas, car c'est ça qu'il faut atteindre au bout du compte. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!